sens de ma vie, c'est aussi pour dire qu'il y a encore du travail à faire et qu'il convient d'aller très vite. Parce qu'il convient maintenant de réparer, il convient de remettre en état et de permettre à cette commune, comme à d'autres, d'être en situation dans quelques jours, quelques semaines, d'accueillir des touristes. Parce qu'il faut avoir confiance. Il y a eu une catastrophe, elle a été surmontée. Mais maintenant, il faut montrer que le même élan de solidarité, la même mobilisation doit prévaloir pour remettre en état. Et s'il y a un symbole à attacher à ma présence ici, c'est justement montrer que l'État est présent quand il s'agit de répondre à l'urgence, mais également présent quand il s'agit d'être solidaire et d'être en capacité d'offrir des solutions à ceux qui ont été touchés, les acteurs économiques. On le voit ici avec ce camping, on va le voir avec les commerçants, parce qu'ils doivent, après ce déluge, après ce désastre, préparer l'avenir. Les habitants attendent de l'aide. Mais l'aide, elle n'est pas simplement une aide morale que je viens apporter. On va se mettre autour de la table tout à l'heure avec les élus, avec les gens du Conseil général, avec tous ceux qui ont vocation à intervenir, et puis l'État, bien sûr. Des décisions vont être rapidement prises. Bon, pour les particuliers, c'est l'arrêté de catastrophe naturelle, mais ce qu'il convient d'apporter, c'est deux soutiens aux communes pour que leurs biens puissent être restaurés et aux acteurs économiques pour qu'ils puissent avoir très vite des conditions permettant de faire la saison. Dans ma circonscription du sud de la Haute-Garonne, de nombreuses communes des cantons de Saint-Béat ou de Luchon, pour ne citer que, portent les séquelles du déchaînement de la nature. Beaucoup d'habitants ont tout perdu en quelques heures. La saison touristique est sur le point de commencer et beaucoup de commerçants sont très inquiets. Face à cette situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Je voudrais à ce titre remercier le soutien qu'a manifesté le président de la République en se rendant dès jeudi sur les zones sinistrées. Merci madame. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Puis dans votre circonscription, à Luchon, j'ai eu le maire, ou à Saint-Béat, nous étions avec le président de la République, parce que là, il faut évidemment se rendre compte de la situation particulièrement catastrophique que connaissent ces territoires. L'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sera pris cette semaine, donc dans des délais tout à fait exceptionnels. Nous veillons avec les assureurs aux procédures d'indemnisation dans les meilleurs délais. Et puis le Premier ministre l'a souhaité, avec le ministre délégué au budget, faire en sorte que les collectivités territoriales, les conseils généraux, c'est vrai pour les Pyrénées-Atlantiques et les Landes aussi, c'est vrai évidemment pour la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Je n'oublie pas aussi des départements qui ont été touchés ces derniers jours ou ces derniers mois dans l'Aube ou dans la Côte d'Or, ont besoin d'avoir très vite les financements pour aider les collectivités, les mairies pour aller le plus vite possible. Et le gouvernement s'engage à être auprès des collectivités territoriales, notamment pour réparer les voies d'accès et pour permettre notamment la saison touristique de commencer dans les meilleures conditions possibles. Voilà, alors à propos de l'enneigement que nous avons sur nos montagnes, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et du Milieu Ambiant espagnol communique. C'est-à-dire que sur leur site, on peut voir par exemple ce graphisme qui représente en pointillé, vous avez la hauteur de neige moyenne des 5 dernières années. En bleu, vous avez la courbe de l'année dernière, c'est-à-dire 2012-2013. Vous voyez qu'elle était bien déjà supérieure à l'enneigement moyen. Et en rouge, vous avez cette année, 2013-2014, qui est encore supérieure à l'enneigement de l'année dernière. On vient juste de passer un petit peu en dessous, mais des épisodes de neige, d'enneigement risquent de recommencer à tout moment. Alors, la crue a apporté avec elle la boue du barrage. Cette boue est un peu comme de l'argile, ce qui fait que cette argile a imperméabilisé le sol et depuis, le sol n'absorbe plus l'eau, ce qui provoque des inondations, comme on le voit ici le 19 novembre 2013, où il y a eu une pluie, une alerte orange de Météo France, mais rien d'exceptionnel.
Alors les enrochements, à Fos, vous avez des enrochements qui ont été attaqués par la crue. Aucun travaux n'a été réalisé depuis. Vous aviez ici un petit chemin carrossable, évidemment, il ne l'est plus. Il est resté dans l'état. Même constat un petit peu en amont, vous avez la nationale qui est juste à droite. L'enrochement est attaqué par la Garonne et aucun travaux n'a été fait. Un petit peu en amont, des murets de protection ont été arrachés par la crue. Comme on peut le voir, la Garonne attaque toujours ses rives, alors que c'est un axe franco-espagnol. Dans Fos, un enrochement qui protégeait a aussi été arraché, il est toujours dans l'état, rien n'est fait. Alors vous pouvez voir qu'à Saint-Béat, un atterrissement fait que le fleuve va taper contre les maisons directement. Cet atterrissement est toujours là, aucun travaux n'a été fait. À Fos, vous avez cet atterrissement c'est lui qui a provoqué l'entrée de la Garonne dans le village. Il était là bien avant, hein, mais il est toujours là. Aucun travaux n'a été fait. À l'entrée de Fos, vous voyez l'atterrissement à droite. Cet atterrissement provoque aussi des dégâts considérables. Cet enrochement est toujours là, rien n'a été fait. Quelques mètres en amont encore de Fos, cet atterrissement provoque l'arrachement d'arbres qui, emportés par un courant de 10 km/h environ, se retrouveront contre le vieux pont, et ça en moins de 6 minutes. Alors l'érosion des berges, vous pouvez le constater sur cette vidéo. La Garonne creuse les berges un petit peu partout, crée des endroits dangereux, des pièges pour tout piéton qui pourrait passer par là, des pêcheurs, des enfants. La sape des berges risque aussi de faire tomber des arbres dans la Garonne. Encore une fois, ces arbres vont créer de nouveaux embâcles. Là, vous avez la nationale qui est juste derrière. C'est creusé toujours par la Garonne. À cet endroit, on voit très bien l'ampleur de la catastrophe. Hein. Le champ est bien attaqué, un petit peu partout. C'est le même spectacle, que ça soit à l'intérieur du village, hein, des villages d'ailleurs. Ce travail de sape se poursuit minute après minute. Mais à l'extérieur des villages, vous avez aussi, par exemple ici, ce champ qui a été déjà bien attaqué. La clôture a été reculée plusieurs fois, mais vous allez le voir, vous avez par exemple un arbre qui est ici, c'est un arbre parmi une centaine, qui va aussi être arraché, qui va partir le long de la Garonne et qui va aller se mettre en travers de la Garonne, on le voit ici, un petit peu après au niveau d'Arlos, et créer de nouveaux embâcles. Alors le changement du lit de la Garonne se poursuit, il n'y a pas que pendant la crue. Là vous avez une vidéo de novembre 2013 où on voit un petit ruisseau qui s'est formé. C'est rien de très alarmant, c'est plutôt bucolique, mais voilà. Par contre, vous avez le 12 mai, 7 mois plus tard, ben, voilà, le petit ruisseau, c'est devenu le nouveau lit de la Garonne, qui continue partout à changer de lit. Donc elle arrache encore une fois des arbres, on le voit là, des arbres qui sont totalement déracinés, on en voit déjà 2 ici, et bien sûr ces arbres encore une fois
finiront par se bloquer contre les ponts. Voilà, là vous pouvez voir en plein milieu du village de Fos, un arbre en plein milieu, et ici c'est le pont neuf de Saint-Béat avec un arbre coincé. Alors bien sûr la crue a été une catastrophe écologique, mais là comme vous pouvez le voir sur ces images qui ont été tournées en mai 2014, donc presque un an après, il reste un peu partout des déchets de tout genre, évidemment beaucoup de bois, mais énormément de plastique, des morceaux de mousse, des morceaux de tuyaux qui jonchent le sol sur presque tout le cours de la Garonne. Évidemment, tous ces déchets ont atterri là un moment ou un autre pendant la crue, mais finira par être emporté par la Garonne lors d'une nouvelle crue et finira sur nos plages de nos vacances. Alors vous avez des caoutchoucs, des pneus, des plastiques industriels en quantité phénoménale, parfois des morceaux de plastique énormes, parfois des petits bouts qui s'accrochent aux arbres et qui sont emportés à chaque fois que le niveau de la Garonne monte un petit peu. On le voit ici au niveau du barrage du Plan d'Arême. Évidemment, le barrage ne retient pas ces plastiques, hein, tout passe. Et vous avez ici une infiltration des boues qui sont retirés du barrage. Encore une autre forme de pollution. Alors vous pouvez voir ici le résultat du broyage des embâcles qui a été entrepris. Tout a été laissé sur place, mais de toute façon ce broyage est bien insuffisant, puisque de toute façon de nouveaux arbres tombent dans la Garonne et créent de nouveaux embâcles, parce que nous l'avons vu, la Garonne change de trajectoire, change de lit. Vous avez des digues de terre qui ont été faites, on se demande un petit peu pourquoi, puisque à cet endroit, c'est l'endroit où la Garonne est retournée dans son lit après avoir traversé une partie du village. Donc au mieux, cette digue faite en terre partira, au pire, elle augmentera le niveau de la Garonne, le niveau de la crue. Bien sûr, il y a un problème au niveau de la dépollution. Nous l'avons vu, il y a plein de plastique et de détritus le long de la Garonne. Là, rien n'est prévu.